Au cours des années mouvementées, un livre de voyage a vu le jour. De toute sa vie, il a arpenté la moitié de la Chine. Bien qu'il ait subi de rudes épreuves, il a écrit, de sa vie, une légende dans l'histoire de la géographie. En 1720, le calme qui régnait depuis toujours au mont Banyar, situé sur le plateau tibétain, a été interrompu par des cavaliers venus de loin. Envoyés par l'empereur Kangxi, ces émissaires avaient parcouru des milliers de kilomètres pour arriver en cette contrée dans le seul but de remonter le fleuve Yangtze jusqu'à sa source. Octobre 2008, une équipe d'exploration scientifique formée par des institutions prestigieuses dont l'Académie des sciences de Chine est aussi arrivée ici. Leur but était de revérifier la localisation de la source du fleuve Yangtze. Durant l'intervalle de temps d'environ 300 ans, on n'a jamais cessé d'explorer la source du fleuve Yangtze. Depuis les royaumes combattants jusqu'à la fin des Ming, sur une période s'étalant sur 1 millier d'années, dans les notations géographiques, l'origine du fleuve Yangtze a toujours été notée comme étant située au mont Minshan, dans le Sichuan. À partir de la dynastie Qing, on commença à orienter l'exploration de la source du fleuve Yangtze vers le plateau du Qinghai-Tibet. Et celui qui indiqua cette orientation juste fut un voyageur vers la fin des Ming, Susiakreu. Laisser remonter le fleuve jusqu'à sa source a fourni une base pour les générations postérieures dans leur exploration jusqu'à la source du fleuve Yangtze. 1638年末，从徐霞客进入云南元谋的那一天开始，他一生当中最伟大的一次探索活动。 追寻长江源头就算正式开始了。伴随着奔流不息的金沙江水，1640年，徐霞客来到了闻名遐迩的丽江古镇。 Occupant une position stratégique dans le Yunnan depuis l'Antiquité, Lijiang était déjà une cité d'une certaine importance sous la dynastie des Song du Sud. La mémoire historique de 900 ans est bien conservée jusqu'à nos jours, devenant l'une des 4 célèbres cités antiques du pays. Ah Yong, photographe originaire du Guangxi, est particulièrement amoureux de Lijiang. Il trouve sous son objectif des paysages inépuisables. Il vit et travaille à Lijiang depuis 2 ans. Comme à Yong, chaque année, les 4 millions de touristes venus à Lijiang trouvent cette contrée comparable à un paradis terrestre. Pour les gens du temps de la dynastie des Ming, en 1639, Lijiang était interdite à toute personne étrangère. À l'époque, les visiteurs comme Susiakreu, venus de loin, y compris les mandarins impériaux, n'étaient pas autorisés à entrer ici. Dans ses récits de voyage, Susiakreu a décrit la situation dans ces termes. On ne peut pas circuler sans autorisation de Mu. Les visiteurs venus de loin n'avaient pas l'autorisation d'entrer. Mu, que Susiakreu évoqua dans son récit, était le Tusse Mu Zhang, chef de tribu de l'époque. Selon des registres historiques, les précédents Tusse Mu d'ethnie Nasi avaient déjà régné dans la région pendant 358 ans.
Quand Muzang parvint au pouvoir, il pratiqua l'alliance matrimoniale avec d'autres tribus pour élargir son influence. Comme l'économie de son domaine se développait, le Tussemu devint une grande puissance économique dans la région. À l'époque, 1/6 du territoire du Yunnan était administré par le clan Mu. Par conséquent, le Tusse-Muzang disposait du pouvoir absolu dans cette contrée. 他自己呢，也就控制了这一个地区。这样我自己认为，像穆斯图斯呢，到了明代后期，应该说是一个强大的地方民族势力。 À l'époque, Susiacreux devait nécessairement passer par Lijiang pour se rendre au Tibet dans le cadre de la quête de la source du fleuve Yangtze, le long du Zinsha. Or, à l'époque, Lijiang, dont l'entrée était interdite aux personnes étrangères, devint le plus grand obstacle dans son exploration. Quel était le secret caché à Lijiang à la fin des Ming, pour que le chef de tribu Muzang refuse tous les visiteurs venus de l'extérieur? Aujourd'hui, nous avons enfin découvert ce secret d'il y a plus de 300 ans à la résidence de ce Tousseux. Sa résidence était un palais somptueux et majestueux, les sculptures sont si fines. On a l'impression d'être dans un palais impérial. On dit que la résidence, dans son état actuel, ne représente qu'un quart des édifices de l'époque. Sous les Ming, un tel complexe architectural, qui ne céda en rien au palais impérial, serait considéré sans doute comme un crime, passible de la peine capitale pour toute la famille Mu. Pour que ce grand secret ne soit pas divulgué, Muzang refusa l'entrée à tous les visiteurs venus de l'extérieur. Susiacreux fut-il contraint de mettre fin à son exploration de la source du fleuve Yangtze. Aujourd'hui, dans les récits de voyage de Susiacreux, nous avons découvert un dénouement inattendu. Le Tousse Muzang ne refusa non seulement pas l'entrée à Susiacreux, mais il le reçut dans son palais avec les meilleurs égards. Du 1er au 10e du second mois lunaire de 1639, Susiacreux fut accueilli pompeusement par Muzang. Ce dernier le convia à un banquet de 80 plats. Susiacreux n'avait jamais vu une telle richesse de plats durant la 30aine d'années de voyage. Et ce n'est pas tout. Alors que Su se trouvait en grande difficulté, Muzang lui offrit de l'argent, de la soie et de l'or, pour marquer son estime pour le voyageur. Cela fut hors de toute attente. Pourquoi le Tousse Muzang, qui régnait sans partage dans une contrée reculée, se montrait-il si généreux à l'égard du simple citoyen qu'était Susiacreux?穆氏土司有倾慕中原文化、学习文化的传统，到了穆曾这一代就更典型。就徐霞客是大力贤家，但是他实际上也是一个大文化人，学养深厚，诗词文章都写得很好，游记写得很好，所以穆曾实际上是很真诚的想与徐霞客进行文化上的一些交流、一些切磋。
En 1639, ici, Susiacreux fit l'objet d'un accueil chaleureux de la part de Muzang. Il put y séjourner dans le confort. Pour un voyageur venu de loin, ayant accumulé fatigue et privations en cours de route, il aurait pu se reposer davantage. Au lieu de cela, il s'agitait comme un diable, car il tenait une chose à cœur, celle d'aller dans les contrées occidentales pour remonter le fleuve Yangtze le long du bassin du Jinsha jusqu'à sa source. Le trousseux Muzang joua un rôle contradictoire dans l'exploration qu'entreprenait Su jusqu'à la source du fleuve Yangtze. D'un côté, il procura une grande aide matérielle à Su, qui se trouvait dans un état misérable. Cela prêterait à penser qu'il lui fournissait un soutien logistique pour réaliser son entreprise. D'un autre côté, Muzang devint le plus grand obstacle pour Susiacreux dans ses activités. Qu'y avait-il en fait derrière ces comportements contradictoires ? Dans ses récits de voyage, Susiacreux dit qu'il avait à plusieurs reprises formulé à Muzang sa demande de poursuivre son périple à l'ouest. Mais Muzang le lui refusa sous prétexte que le chemin était difficile et plein de dangers. Quelle était en fait la vraie raison ?徐霞客到了丽江之后，与穆氏土司结下了深厚的情谊。因此呢，穆氏土司是出于好意，出于好心，为了徐霞客的安全和徐霞客的身体因素，才阻止他西行。在当时，丽江地区以及丽江再往西北的这一片地方，社会动荡。Le bourg du Tambour de Pierre est connu comme étant le premier coude du fleuve Yangtze. Le Jinsha, venu du plateau tibétain, fait ici un coude très serré, sous forme de V. Le spectacle en ce lieu aurait revêtu une signification importante pour l'exploration de Susiacreux jusqu'à la source du fleuve Yangtze. Mais il n'en fut rien, et ce bourg n'est qu'à 40 km de Lijiang, où Susiacreux séjourna. C'est tellement proche. Qu'est-ce qui lui fit marquer cet endroit incontournable pour continuer son exploration jusqu'à la source du fleuve Yangtze? En 1639, Susiacreux nota pour nous cet épisode. Sous prétexte de la présence de la variole dans la région, le quatrième fils de Muzang désapprouva à plusieurs reprises le projet de Su d'étudier le bourg du Tambour de Pierre. L'argument était-il fondé? Aujourd'hui, après avoir étudié le bourg, nous avons enfin découvert une autre raison possible pour l'attitude de Muzang. Ce bourg, qui a une apparence calme et paisible, était en fait une position stratégique que les armées se disputaient jadis. Ce bourg fut le théâtre de la traversée de la rivière Lushui en mai par Zhuge Liang et de l'expédition de Kublai Khan à Dali. Ce pont de fer, qui vécut des péripéties historiques, était un passage de communication incontournable entre le Tibet et le Yunnan. Muzang posta des troupes ici pour le défendre. Probablement le bourg du Tambour de Pierre était une base militaire de Muzang à l'époque. « 表面看，丽江穆氏土司很忠顺朝廷，但是呢，丽江一代一代的土司很不希望内地的政治人士、文化人士更多的、更深入的、更全面的了解、探听他这一块实际统治地域的真实情况，因此这就成了徐霞客要往西北去，他不让去的一个原因。 Suite à l'opposition du Tousseux Muzang, Susiacreux dut suspendre son rêve d'exploration du fleuve Yangtze jusqu'à sa source au bourg antique, premier coude du fleuve Yangtze, qui n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de Lijiang. Dans ces récits, nous avons découvert aussi, hormis l'opposition du Tousseux Muzang, un autre facteur important que fut l'état de santé de Susiacreux.
Ce voyage dans le sud-ouest fut le plus dur pour lui durant sa trentaine d'années de voyage. L'objet de ses études fut essentiellement des terres barbares, où les conditions de séjour étaient particulièrement dures. Il dormait souvent sans lit, ni paille, près de l'écurie. Plusieurs fois, il n'avait plus de vivres à mi-chemin. Tout cela consuma sa santé, alors qu'il avait déjà atteint la cinquantaine. De surcroît, le miasme, omniprésent dans le Yunnan, porta finalement un coup fatal à Susiakreu. Le mont Dizhou, sanctuaire bouddhique le plus connu en Chine, fut l'un des plus importants points de repère dans son exploration jusqu'à la source du fleuve Yangtze. Aujourd'hui, normalement, cette brousse n'attirerait pas notre attention, et nous aurions du mal à imaginer qu'il y eût ici un temple splendide, le temple Sitran. De nos jours, nous ne pouvons trouver que des traces de son existence d'il y a 300 ans, dans les ruines envahies par les broussailles. Et le temple Sitran fut la destination de son périple de 5000 km au sud-ouest en 1639. Le 22 août 1639, quand Susiakreu arriva au mont Dizhou, lui, qui avait toujours eu une bonne santé, était très malade cette fois. Le trousse Muzang était toujours son ami. Il envoya ses subalternes escorter Su jusqu'au temple Sitran. De quelle maladie Susiakreu soufflait-il? Soudain, malgré sa santé durement éprouvée auparavant. Dans ses récits, il décrivit l'état de sa santé dans ces termes. À force d'être en terre de miasme depuis longtemps, je suis devenu exanthématique. Je sens souvent des fourmillements à l'oreille gauche et au pied droit, alors qu'il me manque des médicaments. 我们从他的这个描述中间的话，得不到确切的答案，只能说作为一个推测。我们可以推测他是像疟疾啊，或者是像这个登革热啊，都像，特别是像登革热啊，它就具有全身出疹啊，然后一些全身的一些淋巴结的一些肿大，包括他说的耳部啊、足部的这个淋巴结的这个肿大，都会造成他所描述的像蠕动一样的感觉。 La dengue, appelée aussi fièvre rouge, présente les symptômes de fièvre, de douleur aux muscles, aux os et aux articulations et fait sentir une fatigue extrême. Ainsi pouvons-nous imaginer ce dont Susiakreu souffrit à l'époque. Par la mention « à force d'être en terre de miasme depuis longtemps », c'est du Yunnan, terre du miasme, dont il s'agit. Et le miasme, aux yeux des anciens, serait probablement la cause de la maladie de Susiakreu. 咱们以前的这个认识能力有限，对一些病原微生物，在以前像疟疾啊、登革热啊、鼠疫啊、伤寒啊这些这个病原体都不认识。那么就是说，古代人的话就把这些统称为瘴气，或者是叫瘴毒。 Selon des registres historiques, durant son séjour au temple Sitran, sur le mont Dizhou, en souffrant de sa maladie, Susiakreu acheva son plus grand essai en géographie, remonter le fleuve jusqu'à sa source. Il y développa sa théorie sur la localisation de la source du fleuve Yangtze. Tout comme le fleuve Minjiang, qui est aussi l'amont du fleuve Yangtze, la rivière Jinsha l'emporte de loin sur le Minjiang, tant sur le plan de la longueur que du débit. Par conséquent, il faut prendre la rivière Jinsha comme source du fleuve Yangtze. La rivière Jinsha fut ainsi confirmée comme source du fleuve Yangtze. Dans ses écrits, Susiakreu déduisit aussi que tout comme le fleuve Jaune, le fleuve Yangtze prenait aussi sa source au mont Kunlun. Une déduction radicalement contraire à la conclusion du Changshu Yugong
sur la source du fleuve Yangtze au mont Minshan. Le Shangshu est le premier ouvrage d'histoire de Chine, considéré comme le livre des souverains dans la haute antiquité. On dit qu'il fut compilé par Confucius. 反映的时代跨度很长，有很多属于这一段一些重要的历史，在上书里边都有反映。 Yugong est l'un des titres du Shangshu, consacré à la géographie locale, premier du genre dans le pays. Dans l'Antiquité, on estima que Da Yu était l'auteur de ce livre. De ce fait, les lettrés des différentes dynasties, par respect pour Confucius et Da Yu, considérèrent le Shangshu comme un classique confucéen et prirent Yugong pour premier ouvrage de géographie de tous les temps. Durant une période de 2000 ans jusqu'à la fin des Ming, ce livre ne fut jamais contesté. Par conséquent, la théorie sur la localisation de la source du fleuve Yangtze avancée par Susiakreux était considérée à l'époque comme une doctrine hétérodoxe et des propos insensés. La thèse de Susiakreux fut progressivement acceptée par les érudits des Qing 200 ans plus tard. À partir des Qing, l'exploration de la source du fleuve Yangtze fut sans exception entreprise selon l'orientation indiquée par Susiakreux, c'est-à-dire vers le mont Kunlun, situé sur le plateau tibétain. En 1976, la Chine a envoyé une mission d'exploration scientifique au sens propre du terme pour remonter le fleuve Yangtze jusqu'à sa source. Au terme de 2 ans de péripéties, l'agence Xinhua a annoncé le 13 janvier 1978 « Le fleuve Yangtze prend sa source à la rivière Trotro, sur le côté sud-est du mont enneigé Goladandong, sommet principal de la chaîne de montagnes Trangula ». Ainsi, le fleuve Yangtze, plus important que le Mississippi aux États-Unis, s'est hissé au rang de 3e fleuve du monde. Et cette annonce est intervenue 338 ans plus tard, après la déduction faite par Susiakreux sur la source du fleuve Yangtze. En 1640, sous l'escorte des personnes dépêchées par le trousse Muzang du Yunnan, Susiakreux revint dans son pays natal qu'il avait quitté 3 ans auparavant. À son retour, son état de santé très aggravé ne lui permettait plus de se tenir debout. En janvier 1641, alors que les habitants de Jiangyin fêtaient la fête du printemps dans la joie, Susiakreux, pionnier de la géographie contemporaine de Chine, se retira pour toujours.在大多数人的眼中，徐霞客恐怕是一位寄情山水的旅行家、文学家，而往往呢，我们就忽略了他这一生中最闪亮的精髓所在。他同样是一位非常伟大的地理学家，中国近代地理学的开创者。希望看完了我们的节目之后，您会对徐霞客的一生有一个全面的认识和了解。
malgré le nom tambour, le jeu de 5 tambours est en fait une table sous forme de tambour. Les 4 petits tambours, des tabourets, peuvent rentrer dans le ventre du grand. Cet ensemble est un chef-d'œuvre artistique, mais aussi un objet pratique intéressant. Les motifs y sont très nombreux, mais bien ordonnés, et le rebord doré donne un air noble. Ce meuble a été confectionné avec le savoir-faire de laque sculpté et rempli, un procédé né sous la dynastie des Ming. Différentes techniques y sont intégrées comme la peinture, la calligraphie ou la gravure. Étant donné son extrême complexité, le savoir-faire avait disparu pendant un certain temps. En fait, la sculpture et le remplissage ne s'exécutent que sur cette couche de laque appliquée à une ébauche. De ce fait, lors de l'élaboration de cette dernière, il est nécessaire de l'enduire de plusieurs couches supplémentaires de laque de fond. Après avoir imprimé des modèles de dessin sur la surface de laque, les artisans les gravent à l'aide d'un burin à tranchant en forme de lettre U. Cet outil permet de faire de fines entailles. Un outil performant est certes important, mais l'habileté et l'uniformité de la force appliquée de l'artisan sont essentielles. À part les dessins, les espaces vierges en laque appellent aussi des soins de l'artisan. Pour que la surface soit mieux chargée, les maîtres sculptent dans ces espaces de façon homogène des motifs qu'on appelle motifs de brocart. Sculpter des motifs de brocart est pour un novice l'abécédaire du métier, qu'il doit maîtriser en premier lieu en faisant des exercices. Cette table de 20 cm de diamètre comporte au moins 1 millier de motifs de ce genre gravés, tous de la même taille. L'étape suivante est le remplissage. Le produit à remplir peut être soit de l'or, soit de la laque. Dans le cas de la laque, on la fait pénétrer dans les entailles. Il faut veiller à bien exécuter ce remplissage pour que la surface soit lisse. Comme la laque peut parfois s'infiltrer au fond, il faut donc, durant cette étape, renouveler ce remplissage plusieurs fois. Un temps de séchage doit être respecté. Une fois sèche, la laque est soigneusement poncée, puis polie. Et cette séquence se renouvelle jusqu'à ce que la surface soit parfaitement lisse. Cette pièce n'est qu'un des plus simples laques sculptés et remplis. Un laque sculpté et rempli de dessins en couleur est évidemment beaucoup plus difficile à confectionner. Voici le paravent en laque sculpté et rempli de dessins en couleur, intitulé « Banquet nocturne de Han Si Zai ». Rien que la sculpture des motifs de brocart a nécessité plus d'1 mois de travail. Les processus de confection des laques différents d'un style à l'autre et leurs produits finaux donnent aussi des goûts différents. Les laques incrustées de jade sont artistiquement travaillées et délicatement ajourées avec le relief bien distinct. Les laques d'or à dessins en couleur sont magnifiques comme des broderies aux couleurs éclatantes. Les laques sculptés et remplis d'or sont splendides, comme des profils gracieux, tandis que ceux de style antique à motifs rompus présentent un goût antique.